VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 10 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Mohamedou Oumfa. Nous commençons par les titres. Burkina Faso, l'opposition exige des mesures urgentes face à la dégradation de la situation sécuritaire. Guinée, la junte juge inopportune la nomination par la CEDEAO d'un émissaire spécial. Mali, remise en liberté d'Issa Kaoundim, un vice-président du Parlement de transition. Éthiopie, des rebelles tigréens ont violé et battu des femmes en Amara, selon Amnesty International. Assaut du Capitole, un tribunal autorise la transmission au Congrès de documents que l'ex-président Donald Trump voulait garder secrets. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, l'opposition a exigé hier des mesures urgentes face à la dégradation de la situation sécuritaire après une recrudescence des attaques djihadistes. Elle menace de descendre dans la rue pour réclamer la démission du président burkinabé. Le point avec Yacouba Ouedraogo. L'opposition politique voudrait solennellement, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, alimentaire et économique, dans notre pays, exiger de mesures urgentes, adéquates et vérifiables, a déclaré son chef de file, Edi Komboigo. Si dans un délai d'1 mois, rien de sérieux et de concret n'est entrepris pour maîtriser la situation sécuritaire, l'opposition politique appellera à des manifestations fortes pour exiger purement et simplement la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement, prévient M. Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir. Il a demandé que l'armée soit dotée de matériel de combat mieux adapté, que les frontières terrestres soient rouvertes et que le gouvernement achète des vivres sur le marché international pour parer à la famine. Début juillet, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans des villes du Burkina Faso à l'appel de l'opposition pour protester contre l'insécurité. La Guinée juge inopportune la décision des États ouest-africains de nommer un émissaire spécial pour la transition en cours dans ce pays où des militaires ont pris le pouvoir le 5 septembre. C'est le message contenu dans une lettre envoyée au président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, et consulté mardi par l'AFP. La nomination d'un envoyé spécial ne nous paraît ni opportune ni urgente dans la mesure où aucune crise interne de nature à compromettre le cours normal de la transition n'est observée, écrit le colonel Mamadi Doumbouya, leader de la junte au pouvoir. La mise en place des organes de la transition se déroule comme prévu dans un climat apaisé et en parfaite symbiose avec les forces vives du pays, a plaidé le colonel Doumbouya. Les dirigeants de la CEDEAO ont nommé Mohamed Ibn Chambas, émissaire spécial de leur organisation pour la Guinée à l'issue de leur sommet dimanche à Accra. Ils ont réitéré la nécessité d'organiser les élections dans un délai de 6 mois et insisté sur l'urgence de libérer le président déchu Alpha Condé en résidence surveillée depuis le coup d'État du 5 septembre. Au Mali, un tribunal de Bamako a décidé hier de placer en liberté provisoire Issa Kaoundim, un vice-président de l'organe législatif mis en place par les militaires après leur putsch de 2020. Il est poursuivi pour trouble à l'ordre public. La demande du CNT, Conseil national de transition, qui avait plaidé pour sa relaxe en raison de son immunité parlementaire, a été prise en compte selon son avocat, Maître Kassoum Tapo. Monsieur Ndim, l'une des figures de la mobilisation contre le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, est connu pour son soutien au colonel Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir, et aussi pour ses critiques acerbes contre le premier ministre de la transition, Choguel Kokala Maïga, intronisé par les militaires. Des combattants tigréens ont violé et battu plusieurs femmes en août dans la région de l'Amara, touchée ces derniers mois par la guerre opposant rebelles et forces gouvernementales dans le nord de l'Éthiopie. C'est ce que révèle Amnesty International dans une
enquête rendue publique ce mercredi, l'ONG a recueilli entre autres les témoignages de 16 femmes, dont 14 qui disent avoir été victimes de viols collectifs. L'une d'entre elles raconte avoir été violée devant ses enfants de 9 et 10 ans. Le TPLF n'était pas joignable mardi pour une réaction. Par ailleurs, les 16 employés éthiopiens de l'ONU arrêtés par les autorités sont toujours détenus, tandis que 6 autres ont été libérés. C'est ce qu'a déclaré mardi le porte-parole de l'organisation, Stéphane Dujarric. Le point avec Abdourahmane Dia. L'officiel onusien a indiqué que son organisation travaillait avec le gouvernement éthiopien pour obtenir leur libération immédiate, précisant ne pas savoir la raison de leur arrestation. Des sources onusiennes et humanitaires avaient auparavant dit qu'une dizaine d'Éthiopiens travaillant pour l'ONU ont été arrêtés à Addis Abeba lors d'opérations visant les Tigréens. La semaine dernière, le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a décrété un état d'urgence de 6 mois dans tout le pays. L'émissaire des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, a de son côté rencontré lundi soir l'envoyé de l'Union africaine, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, après avoir parlé avec des dirigeants éthiopiens. Au Libéria, le gouvernement a organisé mardi une réunion de responsables des services de sécurité après une série de meurtres présumés, y compris de citoyens de premier plan, dont John Hillary Tubman et William Tolbert, fils de 2 anciens présidents du Libéria. Des meurtres qui mettent le pays en émoi. Le gouvernement, sous la présidence de George Weah, était déjà confronté à la propagation de rumeurs sur des crimes rituels dans lesquels les parties amputées de cadavres serviraient à des pratiques populatoires. Le gouvernement a déploré la politisation injustifiée des morts récentes. Il a assuré qu'il prend au sérieux la mort de tout Libérien, quel qu'il soit, et ne néglige rien qui permette de faire la lumière sur ces affaires. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Un tribunal américain a autorisé hier la transmission à une commission d'enquête parlementaire de documents liés à l'assaut contre le Capitole du 6 janvier par des partisans de l'ancien président Donald Trump, malgré les tentatives de M. Trump pour les garder secrets. La Cour soutient que l'intérêt du public exige de répondre favorablement aux vœux conjoints des branches législatives et exécutives d'étudier les événements qui ont mené au 6 janvier, a écrit la juge fédérale Tanya Chutkan dans sa décision diffusée par plusieurs médias américains. Les présidents ne sont pas des rois et le plaignant n'est pas président, a cependant asséné la juge Chutkan dans le document judiciaire. Les avocats de Donald Trump ont déjà fait part de leur souhait de faire appel de cette décision, selon le Washington Post. Un journaliste américain détenu depuis plusieurs mois par la junte en Birmanie a été inculpé de terrorisme et de sédition, a indiqué hier, ou plutôt aujourd'hui même son avocat à l'AFP, et risque la prison à vie s'il est condamné. Danny Fenster a été arrêté alors qu'il tentait de quitter le pays en mai. Les tout nouveaux engagements des États n'ont que marginalement amélioré les chances de l'humanité de freiner le réchauffement de la planète, a regretté l'ONU hier. L'organisation appelle encore à plus d'ambition d'ici la fin de la COP26. Le point avec Nani Talani. Quand on regarde les nouveaux engagements pour le climat, franchement, c'est la montagne qui a accouché d'une souris, a déclaré hier la patronne du programme des Nations Unies pour l'environnement, Inger Andersen. Selon elle, les promesses de neutralité carbone sont généralement vagues, pas transparentes. Certains parlent de gaz à effet de serre et d'autres seulement de CO2, alors qu'il faudrait réduire les émissions de 45%, a commenté la fonctionnaire onusienne. Le président de la COP26, Alok Sharma, a reconnu que toutes les évaluations ont démontré qu'il y a eu des progrès, mais que ce n'est clairement pas suffisant. Aucune des prévisions ne deviendra réalité sans des politiques mises en œuvre sur le terrain, des actions réelles qui nécessitent un véritable leadership, a souligné Inger Andersen. Elle espère que ce défi de leadership puisse être réduit par les chefs d'État, les dirigeants, les ministres et tous les autres avant la fin de la COP. Le rapport annuel de référence de l'ONU
publié juste avant le début de la conférence sur le climat, prédisait un réchauffement catastrophique de plus de 2,7 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Des milliers de migrants arrivés avec un visa biélorusse dans l'espoir de regagner l'Union européenne se trouvaient encore hier massés à la frontière polonaise. Varsovie dénonce une attaque orchestrée par Minsk et Moscou. Le point avec Rosine Munezero. Arrivés lundi dans une zone boisée à la frontière est de l'Union européenne, 3 000 à 4 000 migrants, principalement des Kurdes du Moyen-Orient, se retrouvent face à des barbelés et à l'important dispositif militaire déployé par la Pologne. Le sort de ces milliers de personnes a fait l'objet hier d'une guerre verbale entre Minsk et Varsovie. Les Européens accusent depuis des semaines le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, de nourrir la crise en délivrant des visas à des migrants pour se venger des sanctions européennes contre son pays pour la répression de l'opposition depuis la présidentielle de 2020. M. Loukachenko, proche allié de Moscou, répète que son pays ne se mettra pas à genoux tout en assurant qu'il ne cherchait pas la bagarre. Bruxelles et Washington dénoncent une instrumentalisation des migrants à des fins politiques par le Bélarus. Au moins 10 migrants sont morts depuis le début de cette crise. Idrissa, on va parler santé. À présent, Covid-19, Soumia Swaminathan, la scientifique en chef de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a dit mardi attendre avec impatience la seconde génération de vaccins anti-Covid qui pourraient comprendre des sprays par voie nasale ou des pilules. Ces vaccins seconde génération auraient l'avantage d'être plus faciles à utiliser que les injections par piqûre et pourraient être auto-administrés, a-t-elle précisé sur les chaînes de l'OMS sur les réseaux sociaux. Et ici aux États-Unis, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé hier avoir formellement déposé un dossier demandant à la FDA, l'agence américaine des médicaments, d'autoriser une 3e dose de leur vaccin anti-Covid pour toutes les personnes de plus de 18 ans. De son côté, Moderna a demandé l'autorisation de son vaccin pour les personnes âgées de 6 à 11 ans, en Europe. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg. En Côte d'Ivoire, la production d'or est passée de 32,5 tonnes en 2019 à 38 tonnes en 2020, selon Ibrahim Koulibaly, le directeur général des mines. Selon le groupement professionnel des miniers, l'orpaillage clandestin continue d'être préjudiciable pour l'industrie. Selon Financial Afrique, le secteur minier a généré près de 762 milliards de francs CFA en 2019, contre 582 milliards de francs CFA en 2018, soit une hausse annuelle de 30,76%. La Guinée, dont l'ananas est l'une des principales productions fruitières, va lancer en décembre l'expédition par avion de la variété Baronne de Rothschild. Ecofin précise que ce fruit, également appelé Baronne de Guinée, est uniquement produit en Guinée. La filière ananas espère que cette variété va devenir un atout dans sa stratégie de reconquête du marché européen. Les eaux du golfe de Guinée, riches en hydrocarbures et en ressources halieutiques, sont de plus en plus exposées à la piraterie, ont affirmé des responsables sécuritaires de la région, réunis lundi à Pointe-Noire, au sud du Congo-Brazzaville. Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour à tous. La cérémonie de remise des prix FIFA des Best sera organisée le lundi 17 janvier à Zurich, annonce la FIFA. La cérémonie restera virtuelle en ligne avec les mesures sanitaires. Les votes s'étalent entre le 22 novembre et le 10 décembre et désigneront notamment un joueur et une joueuse de l'année, les meilleurs entraîneurs et un 11 de l'année chez les hommes et chez les femmes. La cérémonie du Ballon d'Or France Football sera, elle, organisée le 29 novembre. En Angleterre, l'ancien défenseur des Red Devils, Rio Ferdinand, a appelé son ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer à quitter son poste d'entraîneur de Manchester United, déplorant que l'équipe n'ait aucune identité de jeu. L'ancien international, qui a évolué à Man U de 2002 à 2014, a pourtant longtemps fait partie des soutiens de l'entraîneur norvégien, qui a décroché la 2e place de Premier League avec Manchester United la saison dernière, mais qui est sous pression cette saison, notamment depuis une lourde défaite à domicile face à Liverpool 5-0 et le dernier revers enregistré face à Manchester City samedi 2-0.
Toujours en Angleterre, l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a promis de poursuivre sa campagne pour aider les enfants défavorisés en recevant hier une médaille de la part du prince William afin de récompenser son action contre la pauvreté infantile. L'international anglais a reçu la médaille de membre de l'ordre de l'Empire britannique lors d'une cérémonie au château de Windsor. Marcus Rashford a indiqué qu'il remettrait sa médaille à sa mère, Mélanie, qu'il a élevée avec ses 4 frères et sœurs. Voilà pour maintenant quelques résultats de NBA. Milwaukee et Philadelphie 118-109 et les Clippers et Portland 117-109, Utah et Atlanta 110-98. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés dans le dossier de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, était hier à la barre. Face à ces 4 chefs d'accusation, le général a plaidé non coupable. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. Le général Gilbert Diendéré, à 63 ans, est l'un des rares accusés à répondre aux questions du tribunal debout. À la barre, il a présenté un air serein durant toute sa première journée d'audition. Et pourtant, les charges qui pèsent contre lui sont importantes. Attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subornation de témoins. À ces chefs d'accusation, le général Diendéré a plaidé non coupable. Lieutenant à l'époque, adjoint de Blaise Compaoré au commandement du SENEC, Centre national d'entraînement commando au moment des faits, Gilbert Diendéré nie toute implication dans l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 autres de ses compagnons le 15 octobre 1987. C'est depuis le terrain de sport, au sein du Conseil de l'Entente, qu'il a entendu des coups de feu. C'est arrivé sur les lieux qu'il a constaté ce qu'il s'était passé. Le général a vu des corps alignés. Il a pu reconnaître celui de Thomas Sankara. J'ai rendu compte au chef d'état-major des armées, a-t-il affirmé. La partie civile ne comprend pas pourquoi le général, qui était responsable de la sécurité du Conseil de l'Entente, n'a pas pu empêcher les événements ce jour-là. Gilbert Diendéré est impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara selon elle. Maître Prosper Farama est l'un des avocats de la partie civile. Les appréhensions que nous avons se confirment. Ils sont dans une logique de dénégation totale. Dans cette stratégie de défense, je pense qu'ils apportent des arguments. Au contraire, moi je pense qu'ils déterminent qu'ils sont impliqués dans cette affaire. Parce que quand vous entendez le chef de sécurité présidentielle, en tout cas de l'unité chargée d'assurer la sécurité du président, vous dire qu'il y a eu une attaque contre le président et qu'à son arrivée, sans savoir ce qui s'est passé, il s'est dirigé vers les lieux, tout désarmé qu'il était, a discuté avec un agent, n'a réprimandé personne, n'a pas jugé utile que, comment ils appellent, l'unité d'intervention rapide, donc les piquets d'intervention aient pu agir, estimant qu'ils n'avaient pas la possibilité d'agir et que par contre, il a instruit à cette unité de tout mettre en œuvre pour protéger, il a dit, j'ai retenu l'expression, pour se protéger. Il se protégeait lui-même, protégeait sa personne contre d'éventuelles attaques d'une unité extérieure. Mais c'est tout à fait, moi je pense, parlant de leur attitude. Du côté de la défense, le dossier est vide. Maître Mathias Sommet est l'avocat du général Diendéré. Le parquet poursuit, il doit prouver les faits. S'ils n'ont pas d'éléments de preuve, ils n'ont pas accusé notre client davantage. Ils doivent prouver les infractions qu'ils ont retenues contre lui, c'est tout. Mais vous avez remarqué qu'ils n'ont aucun élément. Ils ont été vraiment, je ne sais pas, qualifiés, mais en difficulté. Sur l'ensemble des 4 chefs, vous ne suivez pas les questions. Il y a certains chefs d'inculpation sur lesquels ils ne reviennent même pas du tout. D'abord, il n'était pas sur place, il est revenu au moment des faits. Il a bien expliqué que c'était un affrontement en 2 gares, des éléments du même corps. Quand c'est comme ça, c'était difficile pour lui. Il ne savait pas lui qui était qui. Le président du tribunal et le parquet ont essentiellement auditionné pour cette première journée le général Gilbert Diendéré. C'est mercredi. Ce sera au tour des avocats de lui poser des questions. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique. Au Niger, 28 enfants âgés de 3 à 8 ans sont morts lundi à Maradi, dans le sud du pays, lors d'un incendie qui a ravagé une école faite de classes en paille et en bois, appelée Payotte. Le gouvernement nigérien a décrété 3 jours de deuil national. Des tragédies de ce genre se sont déjà produites. Pour les prévenir, les autorités ont décidé l'interdiction formelle des classes en paillotte au niveau du préscolaire.
scolaires sur toute l'étendue du territoire. Nanit Talani a joint Moussa Salifou, enseignant dans la région de Maradi, l'un de ceux qui ont porté secours aux élèves pendant l'incendie. Effectivement, hier, aux environs de 12 heures, il y a eu cet incendie au niveau d'une des écoles de la région de Maradi, plus précisément dans l'instruction Maradi 1. C'est au niveau de l'école AFN que cet incendie-là a eu lieu, au moment où les enfants même s'apprêtent à rentrer chez eux. Je me suis rendu sur place pour constater de visu ce qui s'est réellement passé, et ensuite nous nous sommes transportés au niveau de l'hôpital aussi pour constater encore les dégâts causés par cet incendie. Jusqu'à l'heure où je vous parle, aucun enseignant ou personne ne peut vous dire exactement ce qui s'est réellement passé. Apparemment, une enquête est ouverte, donc jusque-là, on attend ça suite. Et suite à cela, nous avons eu des pertes en vie humaine et ce sont des petits enfants du CP ou du CI au CE1. Combien sont-ils, les enfants qui sont morts pendant l'incendie? Ce sont des enfants de 7 à 9 ans maximum, donc qui ont perdu leur vie. On a dénombré 28, on les a enterrés ce matin au niveau du cimetière donc, de la région de Maradi, en présence du ministre de l'Éducation nationale, des autorités donc, de la région de Maradi, le gouverneur de Dren et des chefs coutumiers de la région de Maradi. Il y a des blessés aussi, nous avons actuellement 9 blessés, dont 3 blessés graves pour le moment au niveau du centre hospitalier régional de Maradi. C'est pas la première fois que ce genre d'incendie arrive. C'est pas la première fois que ce genre d'incendie arrive. Et l'année passée, c'était Niamey. Et cette année, donc, on a constaté que ça a eu lieu au niveau de la région de Maradi. Mais cette fois-ci, donc, ce qui est déplorable, c'est que vraiment très triste, ce sont des petits enfants qui en pâtissent dans les classes payotes. C'est ça, en fait, que nous sommes en train de condamner. Donc, vu le Niger est un pays qui a beaucoup de potentialités, mais jusque-là, le gouvernement n'a pas mis temps à ces classes payotes-là. Et vous avez vu les dégâts que ces classes payotes-là sont en train de causer, donc faute de la mauvaise gestion donc, du gouvernement nigérien. Et vous avez vu lors du discours du président de la République à son investisseur, il avait promis de mettre fin à ces classes payotes-là. Mais c'est jusque-là, ce sont des discours. Il n'y a pas eu, donc, c'est sans suite, rien n'est fait à ce niveau-là. Nous sommes là en train de décrire cela. Si vous avez vu les images, c'est vraiment pas bon à voir. Cette fois-ci, le gouvernement a pris l'interdiction formelle de construire encore les salles de classe de Payotte. Oui, hier au niveau du Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de mettre fin aux classes payotes, plus précisément au niveau des jardins d'enfants, donc des classes d'école préscolaire. Puisque c'est dans une école préscolaire que ça a eu lieu, c'est dans un jardin d'enfants. Il avait pris donc un arrêté comme quoi de mettre l'interdiction des classes payotes. Mais on va voir peut-être à l'avenir, puisque Maradi est en deuil, on a décrété de suspendre des petites activités académiques jusqu'au vendredi. Mais vous, à votre niveau, en tant qu'enseignant, pour prévenir ce genre d'incident, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que nous pouvons faire, les consultations sont en train d'être faites. On était hier autour du directeur régional de l'éducation, donc qui a réuni tout son staff, les inspecteurs de la région de Maradi et nous autres en tant que partenaires et en tant que syndicat, donc pour voir quelles sont les dispositions qu'il faudrait prendre. Jusqu'à ce présent, les réflexions sont en cours pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à cela, pour prévenir ces genres d'incendies dans les écoles. Joint hier au Niger, l'enseignant Moussa Salifou de la région de Maradi au Niger, également membre du bureau régional exécutif du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h/24. Au Congo-Brazzaville, les formations politiques de l'opposition s'insurgent contre la vaccination obligatoire que les autorités semblent imposer dans le pays. En effet, selon ces partis de l'opposition, le gouvernement assujettit l'accès aux administrations publiques à un pass sanitaire. Mais les statistiques officielles montrent que seulement 5% des Congolais ont pu prendre leur vaccin. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville. L'UPADES, la principale formation de l'opposition, a été la première à sortir du bois pour dénoncer l'obligation à la vaccination contre la Covid-19. Sidoine Romaric Moukoukou, le porte-parole de l'UPADES, appelle également à la réduction des coûts des tests PCR qui passent de 20 000 à 40 000 francs CFA. L'UPADES, dans un premier temps, a dénoncé le commerce qui s'est fait autour de la crise sanitaire, tel que l'obtention des tests PCR à des prix très
exorbitant. L'UPADES exhorte une fois de plus la classe politique, la société civile et le gouvernement à une large sensibilisation sur une vaccination volontaire. Le Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD, un autre parti de l'opposition, a rendu public une déclaration dans laquelle il fait remarquer des cas de décès enregistrés après des vaccins forcés. Rosaire Kimbembe, le responsable de la communication du RDD. Le RDD constate avec amertume l'augmentation du nombre de morts après la prise des vaccins forcés. Décès souvent attribués injustement à une comorbidité par rapport à l'obligation vaccinale qui ne se repose sur aucune loi. Le Congo-Brazzaville fait face, en effet, depuis le mois d'octobre, à une flambée des cas de Covid-19 due au variant Delta qui sévit dans le pays. Aujourd'hui, on dénombre plus de 16 600 cas pour 278 décès. Le pays est placé en zone orange. Pour Desté Gavé Elengo, président du mouvement républicain, les autorités préfèrent la dictature sanitaire à la sensibilisation. Parce que ce matin, je n'ai pas eu accès à la préfecture de Brazzaville, tout simplement parce qu'on exige la présentation d'un certificat de vaccination. Et donc là, il s'agit d'une violation des libertés fondamentales garanties par la Constitution du 25 octobre 2015. L'État a failli dans la gestion de cette pandémie. Un point de vue nuancé par l'opposant Vivien Manangou de Debout pour le Congo DPC qui adhère à la vaccination mais pas à la vaccination obligatoire. Concernant la vaccination, le gouvernement est à la traîne. C'est-à-dire au lieu de la pédagogie, le gouvernement a fait le choix de la contrainte. Nous, concernant le parti DPC, nous sommes pour la vaccination, mais nous condamnons avec fermeté la façon dont la politique vaccinale est appliquée dans notre pays. Dans plusieurs administrations publiques, le mois de novembre constitue la date butoir pour ne recevoir plus que les usagers vaccinés ou ceux présentant un test PCR négatif de 72 heures. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique. Les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France ont annoncé en marge de la COP26 à Glasgow un plan visant à financer la transition de l'Afrique du Sud vers les énergies renouvelables. 8,5 milliards de dollars vont être accordés sous forme de prêts à taux bas et de subventions sur une période de 3 à 5 ans. Il s'agit d'aider au développement des énergies renouvelables et à la reconversion de la région de Mpumalanga, l'une des plus polluées du monde par la combustion de charbon. Valérie Hirsch a visité 2 townships de cette région. Le township de Gwakuka se trouve dans la province de Mpumalanga à l'est de Johannesburg. Cette région abrite 12 des 15 centrales au charbon qui fournissent 90% de l'électricité sud-africaine. Bali Matebula habite dans une petite chambre avec ses filles âgées de 3 et 7 ans. Tous deux souffrent d'asthme. Pour mieux respirer, Princesse, l'aînée, doit souvent porter un masque relié à un compresseur donné par une ONG. Depuis qu'elle a 3 ans, elle a de l'asthme. Si elle joue une demi-heure, elle se fatigue et doit s'asseoir pour se reposer. En hiver, elle ne va pas à l'école car c'est pire quand il fait froid. Je pense que c'est lié à la pollution de l'air parce que c'est très sale. Quand on va dans une autre province, elle se sent mieux. Le gouvernement sud-africain reconnaît que la pollution dépasse les normes, pourtant déjà très faibles. Il n'a fait aucune étude sur l'impact sur la santé dans la région, mais selon une ONG, le Centre pour les droits environnementaux, la pollution provoquerait chaque année plus de 9000 cas de bronchite chez les enfants et entraînerait la mort prématurée de 2200 Sud-Africains. Promise Mabilo est coordinatrice de Vukani, une ONG locale qui se bat contre la pollution de l'air. Quand elle parle des enfants malades, elle se met à pleurer. Si une personne a une crise d'asthme et va à la clinique, elle doit faire la queue comme tout le monde. On ne donne pas la priorité aux malades, même s'ils souffrent. Alors c'est pénible. Et parfois, le malade ne reçoit même pas l'aide dont il a besoin. J'ai vu beaucoup d'enfants qui souffrent. Et chaque fois que je parle de ce problème, cela me bouleverse. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé qu'il allait fermer progressivement les centrales thermiques. Certains se réjouissent du changement, mais d'autres craignent de perdre leur emploi, comme l'explique cet ancien secrétaire du syndicat des mineurs.
Pius Machaba. S'ils ferment les mines, beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Toute cette région va devenir un village fantôme. Combien de gens ils vont engager dans l'énergie solaire et éolienne? Cela ne va pas créer des emplois pour nous. En attendant, Promise Mabilo attend avec impatience le jugement dans un procès intenté en mai dernier par Vukani et l'ONG Groundwork contre le gouvernement pour le forcer à prendre des mesures pour combattre la pollution de l'air. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Mohamed Houmfa.